4 ans maintenant. Petite question en préambule pour s'échauffer. Grosse. La deuxième circonscription, c'est quel bout de territoire ariégeois exactement? C'est un gros bout. C'est la deuxième circonscription. Alors, elle s'étend de Prat-de-Bon-Repos jusqu'à Mirepoix-Moulin-Neuf, en passant par Saverdin, Pamiers, Les Attes, Sainte-Croix-Volvestre, enfin voilà, c'est une très grande circonscription. D'accord. C'est le nord de l'Ariège. Parfait. Maintenant qu'on est échauffé, vous êtes très attaché à votre rôle de député, représentant du peuple, en proximité, mais je voulais faire un petit chapitre au préalable sur vos engagements au niveau national à l'Assemblée. Vous avez effectivement pas mal de casquettes, notamment en matière de culture, d'éducation. On est en début d'année 2021. Est-ce qu'on peut tracer un bilan rapide de ces actions que vous portez au travers de ces différentes casquettes? Non. Oh merde. Oui, un bilan rapide, non. Si on fait, enfin, je peut faire un petit bilan des choses les plus représentatives, des dépôts de loi. J'ai déposé une loi sur un fonds d'aide à la création. J'en ai posé une autre sur la création d'un centre national des artistes-auteurs. Tout ceci dans le domaine culturel. J'ai fait un rapport sur le prix unique du livre, sur la loi qu'on appelait à l'époque la loi Langue, et que maintenant on appelle la loi Amazon, parce que effectivement Amazon a trouvé la parade pour contrer cette loi. Puis d'autres actions au niveau culturel, puis au niveau international. Au niveau international, j'ai fondé un groupe de travail sur la science et son impact sur les sociétés humaines. Voilà, ça a été posé dans le cadre de l'UIP, qui est l'Union interparlementaire. C'est l'ONU des parlementaires, et je fais partie de cette grande assemblée. J'en serai donc de ce groupe de travail président fondateur dans les semaines qui suivent. Voilà, ça sont des gros travaux au niveau culture, au niveau éducation, le suivi des lois qui sont déposées en commission et en hémicycle, puisque ma commission regroupe la culture, l'éducation, les médias, la jeunesse, le sport, les associations, la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur. Donc c'est une commission assez large, très intéressante, et dans cette commission, il y transite beaucoup de lois. C'est l'une des commissions où il transite le plus de lois, de par le fait du grand éventail des thématiques qui sont proposées à l'intérieur de cette commission. D'accord. Que dire de plus au point de vue national? C'est l'accompagnement de textes aussi d'actualité, un livret déposé avec Muriel Rassélier, qui est ma collègue du groupe parlementaire LFI dans cette commission, Culture-Éducation, un livret sur des propositions pour les jeunes et les étudiants en période de Covid. Propositions que nous avions exposées au mois de mai 2020. Et nous avions déjà, à l'époque, signifié la problématique psychologique qu'allait entraîner les confinements, les déconfinements, les reconfinements, notamment sur la tranche d'âge des 18-30 ans, qui sont 18, 25, 30 ans, qui représentent la tranche d'âge des étudiants, de la jeunesse et des gens qui sont en début de socialisation, j'allais dire. Et le Covid atteint les deux extrémités, atteint très fortement psychologiquement les deux extrémités de la vie, la jeunesse et les personnes âgées, qui sont les deux phases de la vie où on a quelque part le plus besoin de se socialiser, parce que même si nous sommes en confinement relativement léger la journée, c'est-à-dire que les gens vont travailler, les gens qui vont travailler ont toujours la possibilité de cette sociabilisation que n'ont pas les étudiants et les personnes âgées qui ne reçoivent non plus de visites. Voilà. Donc sur les étudiants, nous avions fait à l'époque des propositions, et donc mois de mai, nous sommes en février, donc ça veut dire que
ça fait 9 mois après, plus de 9 mois après, 10 mois après, le gouvernement s'inquiète du devenir des étudiants. Nous avons critiqué la façon de faire, pas le fait de se protéger, ni d'être en responsabilité. Ça, il y avait une unité républicaine là-dessus, mais pas une union politique. On est en démocratie, on a le droit encore de critiquer. C'est pas parce qu'on critique qu'on est complotiste ou autre. C'est le principe démocratique. Et donc, derrière la critique, nous avons fait des propositions. Alors, notamment dans ma commission, sur le livret qui concerne les étudiants et la jeunesse. Voilà, pendant le Covid, je participais à une commission sur le déroulement des travaux à l'Assemblée en temps de crise, qu'elle soit Covid ou pas, mais le Covid a fait qu'à un moment donné, il a fallu se poser la question. Et puis, j'ai d'autres fonctions, notamment celui de président des députés employeurs, et nous allons signer, là, dans les semaines qui suivent, un accord qui va instaurer la portabilité de l'ancienneté des collaborateurs à l'Assemblée nationale. Ils n'avaient pas cette portabilité. Donc, en conséquence directe, c'est une augmentation de salaire assez rapide pour les collaborateurs. Ce sont des choses qu'on arrive à faire socialement, même dans des toutes petites majorités, parce que nous connaissons nos dossiers et surtout nous les travaillons aussi. Plus proche de nous, et puisque vous abordez la question qui évidemment était incontournable pour cette entrevue, la crise du Covid-19, et vous qui êtes en proximité justement ici dans les territoires d'Ariège, comment vous la traversez, comment vous l'accompagnez, et quel est votre sentiment, votre perception vis-à-vis des retours terrain, notamment de la population, que vous pouvez en avoir? C'est très divers. Il y a un sentiment, à un moment donné, les sentiments qui s'expriment sont très divers. De la colère, le sentiment d'abandon, mais aussi des sentiments de prendre cette période en opportunité quelque part et d'essayer de se mettre en perspective. Vous voyez, aujourd'hui, à midi, j'ai déjeuné avec ma collaboratrice à la table de l'Ours à Saint-Giron, et qui a trouvé la manière de pouvoir continuer à travailler en trouvant un décret, en fouillant et en posant le fait qu'il s'installe comme une restauration collective, et les choses ont été déposées. Je viens de signer avec lui un contrat de prestation, c'est-à-dire que mes collaborateurs maintenant pourront aller déjeuner là-bas, parce que effectivement il n'y a que les professionnels qui peuvent y aller, mais il faut un numéro SIRET. Mais je crois que ces entrepreneurs-là ont trouvé des méthodes pour pouvoir continuer à fonctionner en période de Covid. Alors, d'autres aussi dans d'autres secteurs, je cite celui-là parce que c'est celui qui vient d'arriver là maintenant. Je trouve que, voilà, ça m'intéresse véritablement, parce que on est dans une phase d'intelligence collective aussi là. Et les gens disent comme ça, bon, puisque c'est ça, comment on fait pour pouvoir continuer à vivre? Et ça, c'est très important. Alors, le gouvernement, lui, donne aucune perspective. Et les Français se prennent en main, et complètement. Et d'ailleurs, je les félicite ici du civisme et de la discipline dont ils ont fait preuve pendant toute cette crise depuis quasiment un an maintenant. Voilà, je crois que le gouvernement devrait quand même, plutôt que les traiter de 66 millions de procureurs, prendre en compte le fait que ce sont 66 millions de gens responsables. Parce que ça aurait pu tourner comme aux Pays-Bas. On n'a pas eu d'émeutes. Oui, effectivement, il y a eu des incartades de certains et tout, mais c'était une extrême minorité, encore une fois. Les Français ont été extrêmement responsables, et je crois, avec eux, que nous ne pouvons nous résigner à ne pas vivre. Il faut vivre. Cette pandémie est la première pandémie d'envergure depuis des décennies. Malheureusement, ce ne sera peut-être pas la dernière. Comment la vivons-nous? Il va falloir essayer de trouver un modus vivendi. Les personnes dont je vous ai parlé, les jeunes et les anciens, on ne va pas les enfermer à chaque fois. Ils ont besoin de socialisation. Donc, à un moment donné, tout l'ensemble de la population ne peut pas être enfermé, ouvert. Il va bien falloir trouver ce modus vivendi. Nous,
nous proposons une société de rotation, c'est-à-dire que les entreprises peuvent faire travailler leur personnel par rotation. Les transports publics se trouveraient justement peut-être moins assaillis à des heures précises. À l'école, on pourrait faire pareil. Mais pour ça, effectivement, notamment dans les services publics, il faut réquisitionner des bâtiments. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses, il y a plein de propositions que nous faisons de manière à continuer à vivre en gardant à l'esprit, en responsabilité, qu'il y a un virus qui circule et qu'il faut donc se protéger et surtout protéger les plus faibles. Les plus faibles physiquement, mais les plus faibles aussi socialement et économiquement. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'aller se fournir en nourriture dans des grandes surfaces, il faut pouvoir donner les moyens aux populations les plus précaires de pouvoir s'alimenter correctement, se soigner, s'éduquer bien entendu, et juste vivre. Et vivre, c'est aussi entrevoir un espace culturel. La culture, c'est le lieu du message, c'est l'agora. C'est l'agora grecque, et donc c'est le lieu de la re-socialisation. Et donc il faut ouvrir les lieux de culture. On peut le faire. À Barcelone, ils le font. On prend la température avant l'entrée dans la salle de spectacle. Auparavant, on a bien regardé que les gens qui voulaient assister au spectacle étaient bien testés négatifs. À partir de ce moment-là, on installe les gens dans une salle de spectacle avec une jauge donnée, avec des espaces repérés pour, en responsabilité encore une fois, appliquer un protocole de manière à ne pas faire circuler le virus. Et puis, 8 jours après, on les reteste pour voir si ce que nous avons fait était bien efficace. Et ça fonctionne. Alors maintenant, puisque ça fonctionne en Espagne, nos amis italiens ont dit on va faire la même chose. Il se passe aussi des choses comme celle-là en Allemagne et dans d'autres pays. Mais pas en France. On n'a pas de perspective de réouverture de lieux culturels en France. Un des pays qui est connu dans le monde entier par l'immensité de sa culture. Donc ça, c'est dramatique. Vous voyez. Voilà. Donc ce Covid, comment moi je l'appréhende? Je l'appréhende comme une catastrophe, mais qu'il faut à un moment donné, avant de pouvoir s'en sortir complètement, il faut appréhender et essayer de mettre en place ce modus vivendi qui dit « nous vivons toujours ». Ça, c'est important. C'est important. Voilà, et on voit en Ariège des gens qui ont trouvé... J'ai parlé de l'exemple de la table de l'ours. J'étais à la Société Sage à la Roquedolme qui elle, fonctionne avec effectivement une équipe très très inventive, parce qu'il faut qu'elle le soit. Lorsque l'État dit à cette équipe « faites des masques, nous allons vous acheter des masques ». Et au moment où les masques sont faits, on leur dit « alors finalement, on les a achetés au Vietnam ». Voilà, ça existe. Heureusement qu'ils avaient d'autres productions et qu'ils ont fait par exemple des surblouses et qu'ils ont d'autres productions, notamment en transition écologique, et donc ils continuent à fonctionner. C'est par l'intelligence collective qu'on va s'en sortir, et c'est que le gouvernement devrait commencer à appréhender cette phase-là, plutôt que de décider les choses dans un conseil de défense où s'applique le secret défense. Je pense qu'il devrait œuvrer en concertation et regarder les expériences de terrain, quelles qu'elles soient. Nous n'avons pas les mêmes possibilités et les mêmes envies, même carrément, que ce qui peut se passer en ville. Le confinement chez nous, en Ariège, a été moins durement ressenti qu'à Sarcelles. Bon, alors peut-être qu'il y a des besoins de bouger plus important à Sarcelles qu'ici, peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les lieux de culture sont peut-être plus importants à ouvrir très très vite là-bas. Nous, ça tombe bien, on n'en a pas. Il n'y a pas un théâtre ici. Écoutez, il n'y a pas un théâtre. Ah non, il n'y a pas un bâtiment où sur le fronton, il est inscrit théâtre. Nous avons une scène nationale, des choses comme ça. Par contre, il faut que nous aussi, nous ouvrions nos lieux de culture. Mais dans certains cas, dans les zones hyper urbanisées, c'est urgent. C'est vraiment urgent. L'une des clés doit être cette campagne de vaccination qui a débuté, oui, notamment en Ariège, où là, j'imagine que face aux atermoiements initiaux, en tous les cas, du gouvernement, vous avez aussi des choses à dire.
Oui, oui, parce que écoutez, vous avez le premier scandale, celui des masques. Alors les masques, oui, je vous explique, parce qu'ils n'en ont pas. Et surtout parce qu'ils les ont laissé pourrir, mais c'est vraiment le terme, laissé pourrir dans des armoires pendant 3 ans, et donc ils ont un stock qu'ils ont jeté, et ils les ont pas, alors ils disent les masques ne sont pas efficaces. Puis derrière ce scandale, on a le scandale des tests. C'est pas la peine de tester, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas les tests non plus. Et puis là, la vaccination, mais attendez, alors que depuis le mois d'août, le ministre de la Santé et le Premier ministre, le gouvernement tout entier et le président y compris, s'acharnent à dire nous allons être sauvés grâce au virus. Pourquoi pas? Moi, je veux bien le croire. Donc ça veut dire que depuis le mois d'août, on aurait pu prévoir quand même la logistique. On aurait pu prévoir la logistique. Quand j'entends Monsieur Vaccin, celui qui a été nommé Monsieur Vaccin, dire « ouais, mais moi je suis pas logisticien », j'entends bien. Mais entendre cette phrase, ça veut dire que lui, donc, il s'est occupé du volet scientifique et il n'a pas été en relation avec les gens qui vont s'occuper de la logistique. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Gouverner, c'est prévoir. Et nous, lorsque nous avons dit il faut prévoir, donc planifier le déconfinement et toutes les phases qui vont suivre, on nous a traité de bolcheviques parce que nous avons dit le mot planifier. Mais le mot planifier, il a été employé bien avant nous. En 1945, le général de Gaulle, il a dit il faut donc planifier maintenant la sortie de la guerre. Il a dit planifier. Vous voyez ce que Donc à partir de ce moment-là, au bout d'un moment, Emmanuel Macron a dit « Je vais mettre un haut commissaire à la planification ». Le poste existe depuis bien longtemps maintenant. Maintenant, ce que fait M. Bayrou à ce poste, alors là, si vous avez des informations, je suis preneur. Parce que moi, j'en ai pas. Voilà, donc il n'y a toujours pas de planification. On vit au jour le jour. Je peux comprendre que la première fois, on soit surpris par des causes exogènes. Pas de problème. Mais que l'on soit surpris au bout d'un an, là, je pense que les causes sont endogènes, c'est-à-dire qu'on a une impréparation et qui vire à la fin à l'incompétence. Donc, ça devient dangereux pour les Français. Voilà. Et ensuite, la communication qui nous est proposée est une communication complètement infantilisante. Où je me rappelle, j'étais sur un plateau de LCI où Coralie Dubos, qui était en face de moi, me disait « Mais quand même, il faut que les Français comprennent que le vaccin, c'est pas un paquet de pâtes. On va pas l'avoir comme ça. » Je sais pas comment les Français reçoivent ça, mais moi, je le reçois comme une agression. Comme une agression, d'une part, à l'intelligence collective des Français, dire « Ça va, vous parlez pas à des demeurés, vous parlez à des gens qui sont capables de comprendre ce que vous allez raconter, mais expliquez-nous. » Et sortez de ce Conseil de défense. Allez au Parlement, parlez aux députés, qui sont les représentants de la nation, élus légitimement représentants du peuple. Donc voilà, et nous, effectivement, si nous étions en co-construction de la méthode de sortie de crise, et on l'accompagnerait. On n'est pas en co-construction. Donc on le fait quand même, on fait des propositions, mais qui ne sont même pas, absolument pas regardées ni traitées, parce que c'est nous. Parce que c'est nous. Vous parliez de peuple, de gens qui se prennent en main, ou qui doivent se prendre en main. Non, effectivement, qui se prennent en main parce qu'il y a un défaut de l'État. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Effectivement, on constate localement, à Foix, Saint-Giron, Pamiers, des lois ou propositions de loi nationales qui ont des répercussions, je pense, aux manifestations qui se sont développées contre le port du masque, je pense pour l'instruction en famille, des choses comme ça qui trouvent un écho auprès des citoyens. Vous, comment vous positionnez-vous par rapport à ces projets de loi et ces réactions en local? Alors, depuis le 28 novembre, la France Insoumise fait partie du collectif, avec, je crois qu'il y a l'MPA, il y a Solidaire, je vais en oublier, je m'en excuse pour ceux que je vais oublier, je crois qu'il y a la Libre Pensée, je crois qu'il y a les Verts, non, je dois en oublier, mais peu. En tout cas, ce collectif-là, depuis le 28 novembre, manifeste tous les samedis. Demain, d'ailleurs, ce sera à Foix, à 10h ou 10h30, je crois, 10h, je crois que c'est à 10h, manifeste contre la loi sécurité globale. Voilà, contre cette loi sécurité globale qui, sous couvert d'état d'urgence sanitaire, nous propose une restriction des libertés
inégalée sur la Ve République. C'est une attaque directe au droit d'expression, donc à la loi de 1881, qui était absolument suffisante pour pouvoir gérer tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on profite de ces instants de crise pour pouvoir passer des lois liberticides qui n'ont absolument pas lieu d'être, parce que notre arsenal législatif est amplement suffisant pour je veux dire, la haine n'est pas une opinion, c'est un délit. Et ça, c'est déjà dans la loi. C'est déjà dans la loi, quelle que soit la haine, qu'elle soit envers des populations, envers la police, envers une communauté religieuse, envers qui que ce soit, la haine est un délit, ça n'est pas une opinion. Et donc, elle est déjà punie par la loi. Pas besoin donc de refaire une loi de sécurité globale qui avait pour objectif de museler une opposition et de surveiller une population. Voilà, et puis celle qui est en ce moment traitée dans l'hémicycle, qui est celle sur qu'on appelle séparatisme, parce que l'intitulé qui est donné là, la loi est faite absolument de façon contraire à l'intitulé qui lui est donné, pour préserver les principes républicains. Mais en fait, cette loi, justement, les attaque un par un, les principes républicains. Elle attaque la liberté, la liberté d'association. On doit faire allégeance à un pouvoir. Comprenez, je ne sais pas si vous voyez quand même la tournure que prennent les choses. Stigmatisation d'une communauté de 5 à 7 millions de Français, c'est pas une paille quand même, mais même stigmatisation de la moindre communauté, c'est grave, puisque moi je ne reconnais qu'une seule communauté, la communauté des hommes et des femmes. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, la stigmatisation est un problème pour la fraternité. La liberté associative, elle est bafouée. Et puis l'égalité, en termes d'égalité, mais on vit depuis la RGPD, depuis la loi NOTRe et puis bien avant, on vit sur une constante inégalité territoriale. L'Ariège en est un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un bâtiment où il est inscrit au fronton théâtre. Il n'y a pas de théâtre en Ariège. Il y a des théâtres de verdure, oui. À Foix, l'Espinay, Tourtouze. J'espère que j'en oublie pas non plus, sinon je m'excuse par avance. Il y a une scène nationale qui fait un excellent travail. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais un théâtre véritablement avec des murs, une scène et un théâtre, eh ben il n'y en a pas. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc cette inégalité territoriale, elle existe, et puis l'inégalité républicaine, pas seulement l'inégalité territoriale n'est pas seulement rurale, elle est aussi des quartiers populaires. Quand la République abandonne son territoire, la nature ayant horreur du vide, il s'y glisse des alternatives qui ne sont pas républicaines. Et donc l'obscurantisme peut s'installer, qu'il soit religieux ou politique. Il faut combattre le terrorisme islamiste. Et il faut combattre le terrorisme d'extrême droite. Dernièrement, il a été démantelé un réseau de trafic d'armes dans toute la France, et ces armes étaient destinées à des groupuscules d'extrême droite. Alors, il y a là aussi, moi je veux bien qu'on fasse des lois sécurisant pour sécuriser la population, mais il en existe déjà beaucoup. Mais il faut regarder d'où vient l'énorme problème aussi. On a un problème de fondamentalisme religieux, quel qu'il soit d'ailleurs. Et on a un problème de fanatisme politique aussi. Voilà. Donc il faut regarder tous ces problèmes-là, mais pour ça, plutôt que de faire de loi, on devrait peut-être donner des moyens aux services qui s'occupent de ça. Donc c'est-à-dire aux services antiterroristes, à la police. On devrait donner des moyens au renseignement. On devrait donner des moyens à cette entité, Pharos. Ces gens-là sont 28 pour surveiller toute la toile et tout, savoir filtrer les messages de haine et savoir réagir, savoir avertir les services de renseignement. 28 pour tout un territoire, comme le territoire national français. Donc, non, il faut donner des moyens, et la justice est là, il y a des services antiterroristes de police, de justice. Voilà, donnons les moyens à ces entités-là, et les lois, elles sont déjà là. Donc on n'a pas besoin de refaire des lois liberticides. Voilà comment on appréhende ça. Alors comment on appréhende ça en Ariège? Et on fait des manifestations. Et depuis le 28 novembre, nous y sommes tous les samedis. Nous y sommes tous les samedis.
Voilà, et nous, on y sera samedi prochain. Et on bouge en Ariège, c'était à Saint-Girons, Mirepoix. Là, l'année, Pamiers, Foix, enfin, je sais pas, les organisateurs, moi, je suis un peu le mouvement. C'est vrai que la France Insoumise est très active dans ce mouvement, mais j'en suis d'ailleurs très heureux, et donc je suis le mouvement. Ça répond à votre question, je crois. On évoquait 4 années déjà passées sur le terrain entre l'Ariège et l'Assemblée nationale. Pour finir, parce qu'on est déjà un peu long, pardon, hein. Non, mais je vous laisse discourir. J'aurais envie de revenir sur ce rapport que vous avez avec l'Ariège, avec d'une part les élus ariégeois. Dans quel cadre s'inscrivent-ils? Quelles sont vos relations avec les élus, avec un grand E majuscule? Et pour compléter, est-ce qu'il y a des projets que vous avez soutenus ou des projets à venir pour tracer une perspective qui vous semble digne d'être brièvement évoqués ici? Oui, alors, on va pas tous les évoquer parce qu'il y a beaucoup de projets. Moi, mes rencontres, j'ai mis 2 ans et demi. J'ai mis 2 ans et demi à rencontrer l'ensemble des élus qui voulaient bien me rencontrer aussi, bien entendu. Et je suis tombé très très rarement quand même, mais je suis tombé sur 2-3 élus qui ne désiraient pas me rencontrer. Je trouve ça pas très républicain, mais bon, c'est leur problème. Et la très très grande majorité des élus a bien voulu me rencontrer. Alors je les ai rencontrés par bloc de 5 ou 6. On a passé des après-midi ensemble, on a échangé notamment sur des projets DETR, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais les députés, depuis le 1er janvier 2018, sont intégrés à la réflexion des ETR, 2 députés par département, ça tombe bien, on est 2. DETR, donc les fonds qui sont financés par l'État, dotation d'équipement territoires ruraux. Voilà. Et donc, ces fonds ils sont fixés en mairie, mais ils sont fixés aussi pour les communautés de communes, pour d'autres entités territoriales. Et donc, je les ai rencontrés 2 ans et demi. 2 ans et demi, il m'a fallu 2 ans et demi pour pouvoir à peu près tous les voir. Et puis, là, par exemple, ce matin, j'étais au marché de Domazan, et quand je vais quelque part, j'appelle la mairie, et je rends une visite républicaine au maire. Et ce matin encore, effectivement, on a pu discuter avec monsieur le maire de Domazan de dossiers qu'il avait en cours, et voir quelle était la hauteur de mon intervention, s'il y avait besoin. S'il n'y en a pas besoin, tant mieux. Mais voilà, surtout en cette période de crise, j'essaie d'être encore plus, alors je l'étais déjà beaucoup, en prise directe avec le territoire, de manière à ce que la population sente qu'effectivement des élus sont là et en attention sur ce qui se passe pour eux. Alors, il y a je reçois d'énormes cris d'alarme, notamment pour certains petits agriculteurs surtout maraîchers, qui ont des problèmes pour écouler leurs produits, forcément, puisque toute la restauration est en stand-by, le tourisme en stand-by, ça c'est une aberration complète. Les stations de ski. Les stations de ski, lorsque j'ai interrogé les ministres de tutelle, ils m'ont dit on ne peut pas ouvrir les stations de ski parce que les gens en sont tassés dans des petits studios et donc on ne peut pas ouvrir les remontées mécaniques. Mais aujourd'hui, les gens s'entassent dans des petits studios parce que les studios sont ouverts et les remontées mécaniques ne sont toujours pas ouvertes. Par contre, dans la station de ski, vous pourrez aller dans un magasin, lieu clos, pour louer des skis, pour aller faire du ski à l'extérieur, mais vous n'aurez pas de remontées mécaniques qui fonctionneront. Il y a quand même un truc qu'il va falloir m'expliquer parce que là, je comprends pas tout. Mais je suis pas seul en plus. Donc, par contre, l'impact économique sur l'activité touristique, oui, là, il y a un impact énorme. Et on met en danger, malheureusement, il va y avoir des sociétés, des entités de restauration ou autres touristiques qui ne se relèveront pas de cette crise-là, parce que là aussi, on a une gestion comme pour la culture qui est vraiment absolument aléatoire. Sur des projets, véritablement, eh bien écoutez, lundi, voilà, vous allez peut-être avoir le scoop, parce que je ne sais pas si c'est passé dans la presse ou pas. Lundi, nous étions en rencontre avec monsieur le recteur de l'académie. Il y avait là le directeur de l'académie, le secrétaire général de l'académie, les 3 parlementaires, le sénateur, les 2 députés, monsieur le maire de Foix qui est président de l'association des maires d'Ariège, monsieur le maire de Saint-Girons qui était là aussi, et madame la préfète, bien entendu, puisque c'était à la préfecture.
Et j'ai demandé officiellement au recteur de fixer définitivement une filière THD, c'est-à-dire très haut débit, puisque le département déploie ce très haut débit à travers justement tout notre territoire. Et donc j'ai demandé au recteur de pouvoir installer une formation à Bergès, à Saint-Girons. Ce qui, normalement, devait être fait, puisque là, il y a pas mal de témoins quand même, pas des moindres, que des grands élus et des hauts fonctionnaires. Ceci a été accepté. Et donc, cette filière pourrait voir le jour à la rentrée 2022. Et c'est un combat que je mène depuis 2017. Et c'est vrai que j'étais assez seul à porter la chose en tant qu'élu. Et la chose a existé au travers du Greta grâce, comme d'ailleurs partout là où il y a la fonction publique, grâce aux fonctionnaires et à l'abnégation des fonctionnaires qui ont su monter le projet, parce qu'ils sont très professionnels, et qui ont cru en ce projet. Et maintenant, ce projet va devenir réalité, et c'est intéressant d'avoir un lieu de formation à 500 mètres d'une société susceptible d'employer les jeunes gens qui vont sortir de cette formation. Il y a quelque chose de cohérent, c'est du circuit court de l'emploi. Donc voilà, donc ça, c'est la dernière chose. J'en ai encore beaucoup, je pourrais vous détailler encore pas mal de choses, mais celle-là, c'est la plus fraîche, et celle qui m'intéresse véritablement, pas plus que les autres, mais parce qu'elle correspond quand même à mon portefeuille parlementaire, qui est celui quand même de l'éducation. Nous allons par exemple sur la culture, il y a des grands projets, MIMA. MIMA peut devenir un centre national de la marionnette. Et on va se pencher très sérieusement là-dessus. On les suivait déjà depuis un moment, mais là, ça y est, les choses sont en train de s'accélérer. Bien sûr qu'on va appuyer ça auprès du ministère de la Culture. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Voilà, de grandes choses qui sont en train d'apparaître et de voir le jour véritablement, tout à fait concrètement, et qui sont pas des petites choses. Parce que la formation ici permettra peut-être de sauver ce lycée, Bergès. Et donc, sauver un service public, c'est pas seulement sauver l'enseignement, c'est sauver aussi des emplois, des gens, et un grand service public comme l'éducation nationale. Eh bien, ça fait que les gens qui sont là font vivre les autres services publics, la poste, l'école, et donc donnent de la vie dans les lieux de vie, ici, à Saint-Girons. Vous voyez, les jeunes gens n'ont pas besoin de s'exiler assez loin, mais même près à Toulouse, mais enfin, si on les garde ici, tant mieux. Tout à l'heure, à la table de l'ours, le cuisinier avait été formé au lycée Camel en bas. Ben voilà, il faut qu'on puisse garder nos jeunes. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, monsieur le député. On en restera sur cet appel, cet espoir à la vie. Bien sûr, ça je veux. Il y a une situation difficile, mais il faut essayer de se mettre en perspective. Et j'essaye de porter des messages d'espoir et d'être le plus près possible des citoyens de la décision.